Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Jean-Christophe Trappi, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, émission sur Marseille. On remercie Manon de la CPME 13 pour cette mise en relation. On va parler de la CPM 13 et de ses enjeux de territoire. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter aux auditeurs. Merci Maximilien. Écoutez, alors me présenter, ce sera, je pense, assez rapide. Oh, j'ai vu le CV, il y a des choses. Oui, c'est très disparate, mais justement, ce qui fait un petit peu la spécificité de mon parcours et le fait que j'arrive à ces fonctions. Donc moi, écoutez, études généralistes, bac scientifique, maths, physique, biologie, ça a quand même son importance vu la suite des événements. Ouais. Suivi fac de maths et bascule rien à voir après dans le bâtiment avec un BTS en alternance. À l'issue du BTS, je suis rentré dans la vie active, bureau d'études, 6 mois. Ça a réveillé mon esprit d'entrepreneur, pas d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur. 25 ans d'activité jusqu'à ce jour dans le bâtiment. Et un engagement en parallèle dans la vie syndicale et dans les mandats. D'accord. J'ai commencé en 2012 où je suis rentré à la CAPEB. De la CAPEB, j'ai eu mon premier mandat toujours dans la médecine du travail à la STP BTP 13. Donc le parallèle toujours entre le bâtiment et le milieu médical est quand même assez prégnant. Là-dessus, élection à la Chambre de commerce et d'industrie, premier mandat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et après, j'ai déroulé toujours mon activité bâtiment, mon implication à la CPME, les vice-présidences à la CPME, dont celle industrie correspondant au bâtiment, dans laquelle je suis toujours vice-président d'industrie. Deuxième mandat à la Chambre de commerce et d'industrie, deuxième mandat chez Action Logement Région, donc les filières liées au logement et à la construction à l'habitat, et notamment à l'habitat social en grande partie. Et dernier mandat en date depuis le mois de mai 2022, la présidence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. On va pouvoir parler un peu de ce sujet justement. La CPM, c'est une des 7 branches de la sécurité sociale. C'est ça. Ça fait très livre mythologique de le dire comme ça. On pense savoir un peu plus cette organisation. Ça a quel objectif la CPM? Ça fonctionne comment? Alors, je vais essayer d'être bref et d'être synthétique. Ah bon, à ce point-là? Ouais, parce que c'est quand même... Il y a plusieurs livres. C'est une très très grosse institution et très ramifiée. Donc, pour faire simple, la caisse primaire, c'est une institution qui a été créée par ordonnance en 1945, modifiée en 1967 avec la division en branches. La réforme de la caisse primaire, de l'assurance maladie s'est faite en 1996. Et après 2 dates encore à connaître, 1999 l'apparition de la carte vitale et de la CMU, et 2020 la suppression du reste à charge. Donc ça, c'est les dates clés de l'histoire de la caisse primaire d'assurance maladie. Le but est simple et beaucoup de pays nous l'envient, c'est tout simplement de fonctionner par solidarité, c'est-à-dire que chacun paye en fonction de ses ressources. Et de la solidarité naît l'universalité, c'est-à-dire que tout le monde a droit à l'accès aux soins de manière égalitaire. Voilà. C'est le concept de base de la sécurité sociale. Donc cette sécurité sociale, vous l'avez dit, elle a été divisée en 1967 en 5 branches dans un premier temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va dire que sur toutes ces branches, puisque maintenant il y en a 7, 4 il y a 4 branches principales qui partent de votre naissance à votre décès. Donc le recouvrement qui sert à payer en grande partie la sécurité, c'est l'URSSAF. Derrière, le droit à la santé, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. La branche famille, c'est la caisse d'allocation familiale. Et la branche retraite avec la CARSAT. Voilà. Donc ce sont les 4 piliers essentiels de la caisse primaire.
Dans le fonctionnement de manière plus opérationnelle, le gouvernement propose des lois. Le ministère travaille avec la Caisse nationale d'assurance maladie, les textes de loi afférents aux propositions du gouvernement. C'est voté par le Parlement. Et ça se décline après, alors avec le contrôle de la MNC, qui est la mission nationale de contrôle, c'est pour la partie administrative, et la Chambre régionale des comptes, pour la partie financière, ça se décline en plan pluriannuel de gestion, en COG, ce qu'on appelle, c'est les orientations de gestion pour c'est des plans de 5 ans. Et après, en contrat pluriannuel de gestion, où on détermine les moyens, les actions réelles à mener sur le territoire. Et ça de manière macro au national, et après c'est décliné dans chaque département. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, vu les budgets, on dépend de 3 ministères, santé, finances et... Travail? Non, pas travail, c'est cohésion sociale. D'accord. Donc on dépend de ces 3 ministères. C'est l'entité la plus grosse des 7 branches de la Sécu. Donc c'est uniquement des caisses départementales et pas des caisses régionales. Et je vais vous faire un petit focus pour que vous compreniez, je vais vous donner 2-3 chiffres au niveau de département, sachant que le 13 est la 2e caisse de France en importance. Donc le 13, c'est grosso modo, c'est 2200 salariés, c'est presque 11 milliards d'euros de débours, de factures payées. C'est 22 000 professionnels de santé qui en dépendent, c'est 2 millions d'assurés sociaux. Voilà, c'est une belle machine et on est présent dans pratiquement tous les pans de l'économie locale. On travaille de concert avec l'ARS, avec la mission départementale des personnes handicapées, avec la PHM, avec toutes les CPTS, avec... Ça marche bien tout ça alors? C'est très compartimenté et ça marche très bien. Il y a à peu près, au siège, il y a à peu près 300 commissions par an menées par les conseillers et ça marche très bien. C'est bien huilé. Vous parliez de cohésion sociale, d'accès à la solidarité. Oui. Bon, je viens vous cueillir sur un thème là, qui revient assez souvent, c'est la question de la fraude et notamment la carte vitale qui serait amenée à être modifiée pour pouvoir répondre à cette question de fraude. C'est encore d'actualité ça Alors c'est plus que jamais d'actualité pour une raison simple, même si je ne pourrais pas tout vous dire lors de l'interview. C'est plus que jamais d'actualité puisqu'en définitive, dans les orientations de gestion qui viennent d'être votées au national au mois de juin, et nous on a voté ici dans le 13, on l'a voté le 25 septembre, un des pans des orientations de gestion, c'est la fraude justement. C'est la première fois que c'est mis en avant de cette manière-là et que c'est inscrit officiellement dans les orientations de gestion, avec un budget annoncé de plusieurs centaines de millions d'euros on va dire de récupération d'indus et de fraude. Concernant les cartes vitales, pour répondre plus spécifiquement... Parce que c'est une polémique qui est un peu sortie au moment des dernières présidentielles. C'est quand même un problème qui date d'il y a un moment, parce que je ne me rappelle plus les chiffres, mais il y a quand même pas mal de cartes vitales qui circulent. Oui. Et je me suis demandé pourquoi ça avait mis autant de temps. Est-ce que parce que c'est devenu à l'agenda politique et que c'est passé médiatiquement à la télévision, c'est peut-être devenu un problème à ce moment-là Non, du tout. C'est une réalité. En fait, c'est le combat des chiffres parce que les référentiels ne sont pas forcément les mêmes et donc il y a une manipulation médiatique. Là-dessus, de manière à couper court sur la carte vitale et les problématiques de chiffres auxquelles on est confronté, aujourd'hui, dans mon compte Amélie, il est en train d'être testé en réel sur 1 ou 2 départements, une application qui va totalement supprimer la carte vitale. D'accord. Donc à terme, de toute façon, il n'y aura plus de carte vitale physique et on aura un meilleur moyen de tracer et de suivi. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est aller à échéance. Je ne veux pas m'avancer, mais je dirais 2025-2026, on y verra beaucoup plus clair. Parce que je trouve que c'est un sujet sensible, quelle que soit la réalité derrière. Ça vient quand même entacher symboliquement l'idée qu'on participerait tous à un effort collectif. Et ce qui est sous-entendu parfois, c'est qu'il y aurait tellement de fraude que ça n'aurait plus vraiment de sens d'être en cohésion en fait, d'être ensemble, parce qu'il y a des gens qui profiteraient.
Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la réalité de ces chiffres-là, il y a quelque chose d'éminemment politique là-dedans, quoi. Alors, il y a quelque chose d'éminemment politique, c'est un fait, et c'est des sujets qui sont plus que jamais à l'ordre du jour de par l'actualité mondiale. Il n'empêche que je pense que le fond du problème n'est pas ce qui fait de la carte vitale en tant que telle, mais c'est de l'utilisation qui est faite, on va dire, de la mentalité et de la façon qu'ont les gens de gérer leur carte vitale. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, c'est la société, la dérive, elle est liée à la société, elle n'est pas liée à la sécu. Oui, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on connaît rarement les chiffres que ça engage d'avoir un examen médical, par exemple, dans un hôpital. Ça, c'est une question que j'ai interrogée avec Hugues Périnel, d'ailleurs, qui s'occupe des services publics. C'est que vous passez une IRM, vous ne savez pas combien ça coûte et c'est gratuit. C'est la phrase qu'on utilise à chaque fois. Évidemment, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous pouvez en avoir un avis officiellement? Parce que je me dis, on restera toujours dans cette pudeur là. Alors, officiellement, ce que je pourrais vous dire, c'est que le problème est partiellement réglé, puisque quand vous allez sur votre compte Amélie, vous avez une rubrique où il est stipulé, si vous l'interrogez, le débours du coût des soins que vous avez utilisés sur l'année courante. Ok. Donc ça permet, il faut avoir la volonté et faire la démarche pour aller le récupérer. D'aller chercher le ticket de caisse. Voilà, exactement. On n'a plus au supermarché d'ailleurs maintenant. C'est ça, mais bon, donc du coup, celui qui a la volonté de savoir, il peut le savoir. D'accord. Après, effectivement, moi j'avais mis l'idée, passé un temps, qu'il y ait comme un ticket de caisse en définitive, ou qu'on ait en temps réel le fait de savoir combien coûte la prestation pour laquelle on est allé consulter. Mais c'est trop compliqué, ça demande un surcroît de travail aux médecins, ça fait modifier les systèmes, alors qu'on est en pleine mutation pour aller vers du numérique, donc ça ne se fera pas et finalement c'est pas plus mal comme ça. Si on dézoome, parce que je me suis permis directement d'aller sur ce sujet-là, ça m'a chatouillé, mais vous êtes là aussi pour nous parler des enjeux de territoire. Il semblerait que vous avez fait un tour du propriétaire. Qu'est-ce que vous comptez à terme mettre en place? Qu'est-ce que vous voudriez modifier? J'ai lu ça et là que vous vouliez réveiller la Sécu, donc je me suis dit, ah ouais quand même, la Sécu devait dormir, vous avez réussi à la réveiller, donc il faut que je vous rencontre. Comment vous avez fait, je me suis demandé. Qu'est-ce que vous avez vu en termes d'enjeux de territoire? Je vous lance des mots en vrac, CPTS, la médecine en difficulté, la médecine de ville et la médecine hospitalière, c'est un gros souci quand même. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de diagnostic entre guillemets du coin, en termes d'enjeux de territoire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qui serait modifiable? Qu'est-ce qui vous interpelle? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. On va repartir. Vous choisissez ce qui vous va. Non, mais après je vous laisse revenir vers moi si j'ai oublié des sujets. Non, pour répondre à votre question sur le fait de réveiller la Sécu, c'est un peu présomptueux de ma part et c'est retranscrit de manière un peu, on va dire, c'est bien, c'est du teasing et c'est parfait comme ça, j'ai pas de soucis. Les journalistes ont été bons. Exactement. Non, en fait, si vous voulez, si je dois faire simple, concernant quand on parle de réveiller la Sécu, c'est quoi? C'est tout simplement de faire connaître cette institution au plus grand nombre, parce que dans l'inconscient collectif, ou pas d'ailleurs, pas dans l'inconscient, mais pour le collectif, la Sécu, c'est quoi? C'est le club de la carte verte, moi je dis tout le temps. Tout le monde a sa carte verte et tout le monde est là pour s'en servir. En fait, on est bon qu'à payer. Voilà. Et c'est uniquement ça. C'est-à-dire, on va passer un souhait et on est bon à payer du souhait. Réveiller la Sécu, c'est tout simplement de faire comprendre aux gens que la Sécu, c'est pas forcément que ça. Donc c'est pas réveiller la Sécu, mais c'est qu'en bénéficier. C'est ça. Et après, réveiller la Sécu, c'est sur un autre sujet. Réveiller ceux qui en bénéficient, donc ça, c'est un premier des points, c'est clair. Et c'est donc du coup, pour faire le lien avec les territoires, c'est prendre son bâton de pèlerin et aller, comme là dans le cas d'une interview, faire connaître la Sécu, faire des interventions pour faire connaître la Sécu dans tous les secteurs d'activité, dans tous les milieux, pour que les gens sachent de quoi on parle, parce que c'est important. Et ça peut réveiller aussi économiquement ou socialement des vocations ou des intérêts. J'y reviendrai dessus. Et quand on parle de réveiller la Sécu au sens propre du terme, c'est que si on part d'un macro et qu'on vient à l'échelon local,
Des présidents qui n'ont pas 50 ans, il y en a très très peu. Qui sont encore dans la vie active, il y en a encore moins. Donc quand on parle de réveiller, c'est tout simplement d'apporter à un moment donné une vision, une dynamique, une notion de, comment dire, quelque chose qui est lié à la réalité de terrain, ça que vous voulez dire? Exactement. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et de factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais partie d'un syndicat patronal et pas d'un syndicat du salariat. Et donc, ma vision des choses n'est pas tout à fait la même que celle d'un syndicat salarié. Et quand on parle de réveiller la Sécu auprès des territoires, c'est tout simplement de dire aujourd'hui, voilà, quand vous rentrez dans des commissions d'action sociale ou autres, l'idée c'est toujours de savoir qu'est-ce que l'on a en retour, le retour sur investissement qu'a la sécurité sociale par rapport à ce qu'elle décaisse. Ouais. Pour l'administration, en définitive, il n'y a pas cette vision-là. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche. C'est qu'en fait, on est bon qu'à payer sans attendre quelque chose en retour. Pour ne pas paraphraser une chanson. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à faire en sorte qu'on arrive à avoir, toute proportion gardée, un retour sur investissement. Un peu plus concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas qu'une histoire de dignité non plus. Non. On peut réussir à avoir un peu plus concrètement. Alors, plus concrètement, ouais. Pour les auditeurs, ça renvoie à quoi comme réalité concrète? Un cas pratique. Oui, j'ai pas de souci par rapport à ça. Un sujet, par exemple, le sujet du logement. Je prends un exemple pour les gens de la caisse. Que vous connaissez bien. Que je connais bien, c'est pour ça. En définitive, ou les personnes qui sont bénéficiaires de ce service. En définitive, nous, dans le cadre de l'action sociale, ce qui est sur le 13 quand même en budget périphérique, c'est 4,5 millions d'euros, donc ça fait quand même déjà un budget sympa. À la demande des assistantes sociales, on passe en commission et donc on est susceptible de verser des aides à des personnes qui en ont besoin pour payer des factures de logement aussi, pour payer plein de prestations dont elles pourraient avoir besoin. La question, c'était tout simplement de savoir quel est le montant de prestations est versé sur ce type d'aide et lorsque l'on a besoin d'avoir un logement ou d'aider quelqu'un qui est dans une situation précaire à accéder à un logement, est-ce qu'on a des facilités, est-ce qu'on a des points d'entrée pour pouvoir le faire? Voilà. Typiquement, et ça, on vous répond non, on n'a jamais fait ni le cumul des aides qu'on était susceptible de donner, et non, on n'a signé aucune convention, aucun partenariat pour pouvoir arriver à avoir un retour sur investissement. D'accord. Voilà. C'est des exemples concrets, il y en a dans tous les domaines. Là, j'ai parlé du logement, mais ça peut être le sanitaire, ça peut être le social, tout est comme ça, en définitive. Donc, c'est d'aller sur ces sujets-là et de passer des conventions et d'avoir en fait, cette vision un peu privée au service du public. Voilà. Sachant que, pour votre info quand même, on n'en a pas parlé, mais la caisse primaire d'assurance maladie, c'est privé, c'est du droit du travail privé. C'est pas des fonctionnaires. D'accord. Voilà. En termes d'enjeux de territoire, est-ce qu'il y a d'autres spécificités dont vous pourriez nous parler? Il y a beaucoup de spécificités. Vous avez par exemple la CPAM, c'est un des financeurs c'est eux qui paient les prestations pour le milieu médical. C'est eux qui vont payer les aides, des aides pour pouvoir acheter des matériels en pointe, des scanners, des IRM, ce genre de choses. C'est à proprement parler, la caisse elle-même, dans le tissu économique pur, en direct, c'est à peu près 250 marchés par an. C'est des dizaines de millions d'euros de marchés privés. Donc c'est une quantité de prestations et d'entreprises, de salariés et de sous-traitants important. Là, je raisonne qu'au niveau du département chaque fois. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, on aide au financement de la mission départementale pour les personnes handicapées. On finance une bonne partie de la recherche pour le cancer, mais les moyens, là, c'est l'ARS qui va piloter ça maintenant, mais on finance une bonne partie pour la recherche pour le cancer. On est présent sur tous les sujets. Voilà. À peu près tout, ouais, j'ai l'impression. Ah oui, non, mais je le découvre au quotidien. Et c'est pour ça que quand je parle de dépoussiérer, de moderniser, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que finalement, cette institution, elle est partie prenante dans tout et qu'il faut la bichonner parce que si on la perd, c'est un des plus beaux modèles qui existent dans le monde
Et il ne faut pas la perdre. Et pour ne pas la perdre, il faut que chacun y mette du sien. Vous y croyez encore alors que ça va durer? Moi, je crois que ça va durer. Après, je pense que ça, c'est purement, enfin, c'est très personnel, hein, mais je pense que le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui restera. Il y a des points d'équilibre. Il va y avoir peut-être des creux de vague, des périodes compliquées à passer. Et derrière, les mutuelles, il va y avoir de plus en plus d'importance donnée aux mutuelles, en complément de la Sécu par elle-même. Ouais. Mais non, le système ne pourra pas disparaître en France, c'est pas possible. Le fait que les mutuelles prennent de la place, vous ne pensez pas que ça va peut-être américaniser un peu le système et creuser les écarts sociaux entre les gens? Je me suis posé cette question, parce que ça veut dire que finalement on privatise, tout le monde n'est pas en capacité de se payer la mutuelle et à la même hauteur, quoi. Je vous dirais qu'en définitive... Je suis l'avocat du diable, je pourrais dire finalement la CPM a moins de place et pourra moins aider de monde et il faudra mettre des billes sur la table, comme aux États-Unis, où si vous cotisez pas à quelque chose, il n'y aura rien par la suite, quoi. Alors, je vais vous prendre un exemple concret pour ne pas polémiquer, puisque bien sûr c'est toujours vers à moitié plein ou à moitié vide. Mais un exemple concret, c'est par exemple les médicaments. Aujourd'hui, dans le remboursement des médicaments, à partir du moment où les médecins prescrivent du générique, vous êtes remboursé à 100%. Et c'est le fait de ne pas prescrire du générique qui va ouvrir à des droits et à la mutualité. Néanmoins, et c'est pour ça que je mets aussi un bémol, mais c'est le système qui est comme ça, peut-être qu'il va falloir revoir le système derrière, surtout sur ces plans-là, c'est que la recherche coûte cher, les brevets après tombent dans le domaine public, et donc ces médicaments-là qui sont prescrits parce qu'ils ont coûté cher, ces molécules coûtent cher, donc c'est un moyen, c'est le retour sur investissement qu'ont les labos pour financer leur R&D. Donc je pense qu'il va y avoir un équilibre à trouver entre l'ultra privé et l'ultra public. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Ça me fait poser une question qui ne m'est jamais venue à l'esprit, mais la CPAM négocie-t-elle avec les laboratoires, justement? Je ne saurais pas vous répondre. Ouais, parce que je me dis qu'en fonction des pays, la relation est peut-être un peu différente avec les différents systèmes de soins. Okay. Ça, je ne saurais pas vous répondre. Okay. À mon niveau, moi, je ne sais pas. Alors, il y a une spécificité dans tout ce que vous m'avez raconté. Vous m'avez parlé de travail, médecine et puis syndicat. Oui. Donc, je me dis que vous êtes amené certainement à avoir du dialogue social récurrent avec différents partenaires. Vous pouvez nous dire un peu... habituellement, quel type d'échange vous pouvez avoir, quels acteurs vous avez sur le terrain, comment vous arrivez à mener un dialogue constructif avec la place que vous avez en fait? Alors, vous parlez en interne à la caisse primaire ou de la caisse primaire envers d'autres institutions? D'autres institutions. Envers d'autres institutions. Puisqu'en fait, comme on est un organisme paritaire, on l'a en interne, c'est le rôle du conseil. Donc ça, c'est facile, c'est un vase clos. Enfin, facile. Disons que c'est plus facile parce que c'est un vase clos. C'est pas un lapsus, loin de là. Après, avec les autres institutions, oui, il y a il y a des négociations qui sont faites dont nous avons, on va dire, les soubresauts au niveau des départements. Il faut comprendre que c'est tout le temps des fédérations ou d'autres syndicats, donc ça se négocie au national, mais les répercussions sont locales. C'est-à-dire que par exemple, vous allez négocier, comme là il y a eu la négociation du coût de la consultation, donc ça se négocie au national. Ça revient régulièrement. Mais on a des manifestations, on les reçoit quand les syndicats de médecins viennent ici, on les reçoit aussi. Justement, mais la négociation finale, elle est au national. Elle donc est pas au local. Quel est l'intérêt finalement au niveau local? Ouais, de recueillir la plainte. Oui, et puis c'est aussi une forme de considération parce que... Oui, c'est sûr. Ça pourrait paraître insensible ce que je dis, ça amène à du dialogue, mais finalement on a envie de dire c'est pas moi qui décide, c'est papa et maman quoi. Oui, mais si on ne fait pas remonter les choses, je suis d'accord. Alors ça a un intérêt, c'est qu'on fait remonter l'information quand même. Oui. C'est déjà ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis pour moi, la relation conflictuelle n'est pas forcément source d'issue rapide et favorable. Ouais. Il vaut mieux, comme on dit toujours, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mais moi, je suis un peu dans cette logique-là. Je suis plutôt pour le consensus. Ouais. Et dans le dialogue, on sait pertinemment que les deux parties vont partir d'extrémité et on arrivera forcément un jour ou l'autre à trouver un terrain d'entente à mi-chemin.
Vous avez l'air très positif. Donc je me dis, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi, selon vous, cette institution? Elle ira vers où? Tiens, on fait un petit exercice de prospective. Dans 10 ans. Alors, à l'échelle de la caisse, et vu la lenteur administrative, bien que très... Oh, alors, j'allais mettre justement, j'allais dire quelque chose de très positif. C'est que quand on voit la lourdeur de l'administration et on voit l'importance de l'institution, j'ai été très très surpris de l'agilité avec laquelle l'épidémie de la Covid a été traitée. C'est un bon exercice, quoi. Ouais. Et franchement, bravo à toutes les équipes, tout le personnel de la caisse, parce qu'ils ont été très réactifs, vraiment, à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que ça contrebalance le fait de la lourdeur administrative. Après, où je vois la Sécu dans 10 ans, et notamment la caisse primaire, je pense qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de changements fondamentaux, en définitive. Il va y avoir, sur le fond, il n'y aura pas de changements fondamentaux. Par contre, sur la forme, les choses évoluent énormément. Elles évoluent par les outils que l'on met à disposition. Dématérialisation, tout ça, quoi. Ouais. Ça se traduit par plein de choses différentes. Alors, le numérique aide grandement. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à garder une part humaine et à ne pas succomber au 100% numérique. Voilà. Ouais. Et les enjeux de demain, ce seront ceux-là. D'autant qu'on est toujours là-dedans, c'est qu'on accroît une dépendance aussi. Complètement. Vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de sécu, quoi. Enfin, vous me direz, vous n'avez plus non plus l'IRM, mais c'est quand même pas si évident. Et puis il y a la question de la sauvegarde des informations également. Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais c'est géré. Vous ne pouvez pas tout me dire, mais on entend de plus en plus d'hôpitaux, par exemple, qui se font attaquer, de conseils départementaux et tout ça. Alors, ça, on s'en doute, la France n'est pas la meilleure là-dessus, mais je me dis que d'une certaine manière, c'est aussi créer une porte de vulnérabilité. Complètement. Alors, avoir des cartes en plastique qui se baladent et qui sont rattachées à personne, c'est pas terrible. Avoir l'information numérique, c'est pas terrible non plus. Vous allez me dire, il n'y a rien de parfait. Alors, une chose est certaine, c'est que la sécurité sociale marche en vase clos. C'est-à-dire qu'on a nos propres services informatiques, c'est du national et tout se gère en interne. Okay. Donc ça déjà, c'est une sécurité pour l'assuré social. D'accord. Il y a moins de sources de fuite, on va dire. Après, vous tablez sur la fidélité et la loyauté. Et l'incorruptibilité des membres. Oui, non, mais j'entends. Je ne réponds pas. Non, mais disons que ça évite une source, déjà une première source. On n'externalise pas au Pakistan ou en Israël ou je sais pas où, ou aux États-Unis, quoi. Okay. Après, c'est bien, mais c'est important de le dire d'une certaine manière, parce que comme on fait s'échapper à chaque fois tout au niveau des entreprises, là on se dit l'information, elle reste dans le coin. Complètement. Okay. Après, il n'y a pas de fichier croisé, c'est-à-dire que les branches de la Sécu entre elles n'ont pas accès aux mêmes données. Alors, il y en a que oui, mais pas toutes. D'accord. Donc c'est très compartimenté, ça marche en silo, ça ne marche pas en transversal. Donc c'est vraiment à chaque fois, chaque caisse nationale traite son silo. Et quand une caisse fait état de on va dire, de besoins auprès d'une autre caisse, souvent ça marche par le numéro de sécu, mais on n'a pas, par les services informatiques, on n'a pas le nom de la personne. Donc ça, il y a quand même on préserve quand même au maximum la donnée privée et la donnée personnelle. D'accord. Okay. Donc c'est quand même très très surveillé. J'entends. Il n'y a pas de système parfait. Il n'y a jamais de système parfait. On va aller sur la dernière question de l'émission. Oui. Jean-Christophe Trapy, selon vous, où va le monde alors? Où va le monde? Putain. Vaste sujet quand on voit l'actualité aujourd'hui. Moi, je serais tenté de dire que je ne sais pas où il va, mais je sais ce serait présomptueux, mais je pense avoir identifié quelques éléments qui déterminent le pourquoi il y va. Pourquoi il y va? On a parlé tout à l'heure à propos du système. La société évolue très très vite, elle change énormément et les valeurs de la société ont complètement changé. Avant, la valeur humaine, l'engagement, le travail étaient au centre de la société. Pour réussir, il fallait travailler, fonder une famille. Il y avait un cadre, sans rentrer dans le fait de se marier, avoir un chien, 2 enfants. Mais il y avait quand même un cadre qui était un cadre social qui était très fort.
Aujourd'hui, ça a complètement éclaté. Donc, première source. Deuxième source, les valeurs telles qu'on les connaissait, les valeurs, on va dire, sociales, liées au travail, mais liées après aux strates de la société, c'est-à-dire que c'est un système qui est pyramidal, sans rentrer dans un débat de patronat ou de salariat, mais à partir du moment où c'est pyramidal, il faut un chef, il faut des cadres, il faut des employés, et la tête n'est rien sans la base, et la base n'est rien sans la tête. Et donc, les strates étaient identifiées socialement, mais socialement, elles étaient identifiées par la compétence et par l'intellect. Aujourd'hui, la société a perverti ses valeurs. Les strates de la société sont reconnues par uniquement l'enveloppe financière, la superficialité des gens et l'image qu'ils donnent. Et l'argent pervertit complètement le système. Vous n'êtes pas socialement élevé parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, c'est pas ça d'être élevé socialement. Être élevé socialement, c'est d'avoir des valeurs, c'est d'avoir des références, c'est d'avoir une bienveillance, c'est d'avoir une empathie, c'est de manager humainement. Et ça, aujourd'hui, ça se perd énormément. Et la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est le reflet de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus de gens qui privilégient l'intelligence, l'intellect, la richesse intellectuelle, l'ouverture d'esprit, les valeurs familiales, la reconnaissance au détriment de l'argent. C'est l'argent à tout prix. Et tous les mandats, toutes les instances paritaires auxquelles on est confronté, comme la Sécu par exemple, on en parle, ce qui est l'objet aujourd'hui, on trouvera de moins en moins de gens capables de s'investir sur des mandats qui sont des mandats bénévoles et qui prennent du temps. On le voit également dans tous les clubs services tels que le Rotary, le Lions, la Croix-Rouge. Tout le monde a de plus en plus de difficultés à chercher des bénévoles qui s'investissent. Et aujourd'hui, on fait l'apologie du retraité qui a du temps, qui s'investit pour la société ou dans les associations, c'est très bien. Mais si on en arrive là, il faut se poser les bonnes questions parce que les retraités, quand demain ils ne seront plus là, eh bien, qui c'est qui va prendre leur succession? Et qu'est-ce que va devenir la vie sociale et la vie, l'humanisme qu'on a derrière tout ça? Il n'y en aura plus. Donc où va le monde, je ne sais pas. Mais si on ne modifie pas la vision avec laquelle on voit les choses, ça me dérange beaucoup. Et je vais prendre un exemple que j'ai entendu il y a très peu de temps. C'était jeudi dernier, d'un ancien président. Donc je ne veux pas faire de politique, je ne dirai pas le nom et je ne dirai pas de quel bord politique il était, qui nous a fait une allusion simple, et je vais la ramener juste à la famille et au social, sur l'équité et l'injustice. Lui, il dit que d'être équitable, d'être égalitaire, c'est injuste. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. D'être juste, ce n'est pas égalitaire. Et en fait, l'exemple, il est très simple. Et je trouvais ça fabuleux, parce qu'en fait, quand on vous le dit, ça paraît très évident. C'est, vous avez un père qui a 3 enfants, et donc s'il était dans une logique d'égalité et de justesse, d'équité, il donnerait le même temps, il consacrerait le même temps à chaque enfant. Mais c'est totalement injuste en fait. Parce que d'être juste, c'est pas cette égalité qui compte. Parce qu'il va y avoir un enfant qui aura besoin de 10 heures, un enfant qui aura besoin de 20 heures et un enfant qui aura besoin de 15 heures pour en arriver au même niveau, au même stade. Et donc c'est dans l'injustice qu'on crée l'équité. Enfin, ça fait réfléchir. Exactement. Jean-Christophe Trapy, merci pour toutes ces réponses. Merci à toi, Maxime.